Chaque semaine, 230 millions de personnes posent des questions de santé à ChatGPT. Ce chiffre est vertigineux, mais surtout, il révèle quelque chose de plus profond. Aux États-Unis, le système de santé est tellement pété que consulter une IA devient parfois plus simple et moins cher qu'aller voir un médecin. Alors une question s'impose, est-ce le début d'une révolution médicale ou simplement la tech qui s'attaque au plus grand marché du monde ? OpenAI, Anthropic, Amazon se lancent dans la course. Apple, lui, ralentit. Et surtout, on ne parle pas simplement de chatbot, on parle d'une nouvelle génération de capteurs qui ne font pas que compter vos pas, ils analysent votre stress, décodent votre sommeil, mesurent même maintenant votre activité cérébrale. C'est votre corps tout entier qui est traqué en permanence. Alors qu'est-ce que ça change pour les patients, les médecins et surtout pour nous ? C'est la question qu'on pose dans Silicon Carnet, votre talk show en direct de la Silicon Valley. Mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui on décrypte avec mes invités les nouvelles frontières entre IA et santé. À m'écouter pour cette émission, Clément Pouget-Osmond. Salut Clément, tu es directeur marketing part-time. Tu travailles pour plusieurs startups, dont notamment une startup qu'on adore chez Silicon Carnet, Doctolib. Je trouve que c'est une super startup. Je me posais juste la question de comment est-ce que on pouvait avoir levé 600 millions. Ça, je trouvais que c'était beaucoup d'argent. Mais je sais qu'on en avait parlé lors d'un événement qu'on avait organisé à Paris. Et tu m'avais presque convaincu, Clément, en me disant... tu te trompes, Carlos. Donc, voilà à quoi ça sert aussi les événements in real life. Tu te rappelles de cette conversation ? Oui, je me rappelle très bien. Et ravi d'avoir pu commencer à te convaincre. Et en effet, je pense que Doctolib, c'est une super boîte et qui a changé la façon dont on se soigne, dont on accède aux soins, où il y a très peu de pays dans le monde qui ont autant de facilité pour prendre des rendez-vous et on peut être fier de ça. Petite précision, je bosse plus pour Doctolib, j'ai bossé 5 ans chez eux, mais là je bosse pas pour eux, donc je peux parler assez librement de ça et voilà. Arnaud Auger qui est avec nous, on pouvait pas faire une émission sur la santé, sur la longévité sans Arnaud Auger. Félicitations Arnaud pour ce que tu fais. Et hier j'étais à ton événement à San Francisco, je monte les images, c'était génial. Tu es en train de fabriquer une incroyable communauté de doers dans le monde de la longévité, je vais y arriver, et de la santé. Et ça, c'est assez impressionnant avec plein de startups américaines. J'ai appris plein de trucs hier, on va en parler dans cette émission. Et puis Valran, on ne le présente plus, il a son rond de serviette ici chez Silicon Carnet. C'est le patron du groupe Le Crayon, vous le connaissez déjà. On va jouer les noobs avec Valran, les experts de la santé, c'est vous. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Et puis, je ne fais pas souvent la promo, mais il y a la newsletter de Silicon Carnet qui est sur Substack. Je vous mets le lien ici. Allez vous abonner gratuitement. Et si vous voulez accéder à toutes les analyses, parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche, vous pouvez vous abonner. Ça coûte $15 par mois et vous avez accès à tout. Le Festin 6 est sorti. C'est un énorme carton. Merci beaucoup. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. J'ai passé sur le grill les VC français lors d'un repas épique. Je crois qu'on n'a jamais entendu les VC parler comme ça aussi ouvertement. C'était super intéressant. Allez, l'émission commence. Go yourself. Alors, janvier 2026, c'est un tournant, Arnaud, dans le monde de la santé, parce que là, on a vu OpenAI, Anthropic, Amazon, ils ont tous lancé leur offensive santé en l'espace de quelques semaines. C'est assez impressionnant. OpenAI sort ChatGPT Health. Je vous montre là des images. J'ai pas encore testé. Je sais pas si toi t'as testé, mais c'est un espace dédié où tu peux connecter tes dossiers médicaux et toutes tes applications. Et je sais que toi t'en as plein. Et tout d'un coup, tu peux poser des questions à ChatGPT qui non seulement va utiliser sa base de connaissances, mais aussi la mettre en relation avec tes propres données, c'est ça ? Exactement. En fait, du coup, peut avoir un endroit où mettre toutes ces données de santé. Et ça, en fait, c'est vraiment le Graal pour tous les investisseurs sur l'IA et la santé. C'est d'avoir à terme une IA qui connaît tout ton contexte. Donc, à la fois, en effet, tes antécédents familiaux, ton dossier médical, potentiellement tes données génomiques, tes données de tous les tests que tu peux faire, sanguins, fleurs microbiennes, etc. Potentiellement tes wearables aussi, et en fait aussi tes données environnementales, pour qu'une IA qui connaisse tout ton contexte puisse
t'aider à prévenir des maladies, les détecter au plus tôt, et quand tu as une maladie, d'avoir le traitement de précision le plus efficace. Et d'ailleurs, Fidjissimo, CEO des applications chez OpenAI, elle a raconté une anecdote, mais qui est assez marquante. Elle a eu un problème de santé, elle a dû aller aux urgences. Le médecin la diagnostique en 5 minutes et lui prescrit des antibiotiques. Et là, Fidji dit, attendez, je vais juste demander à ChatGPT, qui a tout mon historique médical, s'il n'y a pas de contre-indication pour moi. Elle se sentait un peu gênée en disant, elle pensait que le médecin allait mal prendre et tout. Et en fait, en demandant à ChatGPT, il lui a révélé qu'en effet, il y avait une contre-indication par rapport à sa condition, qu'il fallait pas qu'elle prenne ses antibiotiques. Et là, le médecin était hyper reconnaissant. Ah bah merci, en effet, vous m'avez permis d'éviter de faire une erreur médicale. Et donc, en effet, c'est pas ça qu'il faut que vous preniez. On va prendre une autre solution. Clément, je suppose que ce ChatGPT, cette possibilité de connecter son dossier médical à ChatGPT, ça va pas être possible en France. Bah, ça va être plus long, c'est sûr, en Europe, pour 2 raisons. Il y a l'IA Act qui fait rentrer les données de santé dans la catégorie de risque très élevée, donc ils vont devoir être audités dans tous les sens. Et le RGPD qui est différent du règlement américain où le consentement du patient ne suffit pas à faire reporter la responsabilité sur le patient quelque part. Donc OpenAI devra être hébergeur de données de santé en Europe pour pouvoir traiter de la donnée de santé. Donc ça va être plus long, mais a priori ils vont y arriver. Enfin, il y a pas de raison. Ouais. Mais alors ça veut dire quoi? Parce que aux États-Unis, effectivement, la responsabilité elle est déportée sur le patient à partir du moment où tu donnes ton autorisation à ChatGPT d'utiliser tes données de santé. Finalement, tes données de santé elles t'appartiennent. C'est un petit peu ça l'esprit de la loi, j'ai envie de dire, alors qu'en France, tu me le disais Arnaud, il y a des trucs que tu voulais faire en France, mais même si toi tu veux le faire, tu peux pas le faire. L'État ne t'autorise pas, tu n'as pas la propriété de tes propres données. C'est pas ce que tu peux pas faire en fait, c'est de réussir à connecter ton bilan de santé que tu pourrais retrouver sur Doctolib auprès de ton médecin traitant et de brancher une base commune de réflexion autour de ta santé. Mais tu peux faire ce que tout le monde en fait, enfin, ou beaucoup de gens font déjà, et moi le premier, c'est d'implémenter les différents dossiers de santé que tu peux avoir. Exemple très con, mais j'ai eu une angine bactérienne il y a, je sais plus, genre 2 mois ou 3 mois. J'ai envoyé tout le report du médecin sur ChatGPT en me disant, OK, au-delà des médicaments qui m'ont été prescrits, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma guérison? Et là, il te recommande de la bouffe, il te recommande des tisanes, des trucs, et tout ce qui va avec. Et en fait, ça, mine de rien, les gens le feront pour une raison qui est toute simple, qui est, au-delà du coût, qui est vrai pour les Américains, même en France, c'est la rapidité. Aujourd'hui, la grande question, c'est la fiabilité. Si on considère que les IA comme ChatGPT, un ChatGPT Health, c'est fiable, ou en tout cas aussi fiable qu'un médecin, mais les gens se précipiteront dessus pour la capacité d'accès qu'ils ont. Ils ont mal à un truc, ils ont un doute et tout, je sais pas trop quoi. Ils y vont direct au lieu d'attendre le lendemain ou la semaine d'après. Et je terminerai sur un truc en disant qu'il faut quand même se méfier. Il y a un peu moins de 6-9 mois, donc ça date en termes de LLM, je l'accorde, mais j'avais mon père avait une espèce de petite poche de sang sur le pied et tout, donc je l'ai pris en photo, j'ai demandé à ChatGPT. On va tout savoir de la famille Moulet-Berthaud là. Il va pas tarder à nous parler des hémorroïdes de Sixtine. Histoire très vraie, hein, histoire très vraie. Et donc du coup je prends en photo, on décrit tous les symptômes et tout, vraiment on fait le truc de manière le plus rigoureux possible. Et là, le ChatGPT nous fait paniquer en mode potentiellement il y aurait un AVC, enfin un truc vraiment on se dit merde, enfin on va à la pharmacie ouverte la plus proche du truc et tout. Mon père il commençait à être un peu tout blanc et tout. Et la pharmacienne me dit ah non, ça juste vous avez pris un petit coup sur le pied, aucun problème, rien de grave. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Donc voilà, c'était il y a 6-9 mois, mais ça faut quand même faire gaffe quoi, tu vois. Mais ce dont on faisait référence, Carlos, c'est que typiquement, les Français n'ont pas le droit à leur propre génome. Le faire un test ADN pour comprendre en effet ta génomique, les Français n'ont pas le droit d'y avoir accès dans leur propre code. Et ça, typiquement, pour une IA, de connaître aussi ton contexte génomique, voir qu'en effet, tu es peut-être porteur de certains gènes qui vont, du coup, être des sources de contre-indication de certains traitements ou pas, les Français n'y ont pas droit. Donc les IA en France ne seront pas nourris de ces données-là parce que les Français n'y ont pas. Donc c'est pour ça aussi, on parle de souveraineté, mais là il faut aussi
même en termes de souveraineté individuelle aussi, on devrait parler. Ça, c'est de la souveraineté individuelle. Souveraineté, exactement. Il faudrait parler de souveraineté individuelle, mais aussi d'efficacité, simplement. C'est-à-dire que l'IA, si elle a aussi le contexte génomique, elle sera d'autant plus pertinente et efficace. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant. Et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux parce que créer sa boîte, c'est génial. Mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant, tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. Tu n'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus. C'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel, et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit QONTO.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Je veux revenir aussi sur le chiffre de 230 millions que tu as dit. Et moi aussi, qui m'a fait tilter, c'est que quand tu prends du recul sur ce chiffre-là, 230 millions d'utilisateurs par semaine, j'ai comparé avec les autres applications B2C dans la santé. Et en gros, le leader dans la santé, c'est une application chinoise qui a 400 millions d'utilisateurs. Mais donc 400 millions d'inscrits. Ça veut dire qu'en weekly user, ils sont bien en dessous de 200 millions de gens qui se connectent. Et à contrario, ChatGPT, si tu prends tous les gens qui ont un jour utilisé ChatGPT pour leur santé, il y en a pour plus que 230 millions. Donc en quelques mois, années, ChatGPT est devenu l'application de santé la plus utilisée dans le monde. Et alors que elle est pas prévue pour ça au niveau de la sécurité. Comme quoi tout le monde s'en fout finalement de la sécurité des données de santé quand l'usage est bon, quand ça répond à un besoin. Au niveau gouvernemental, on s'intéresse à cette souveraineté, mais au niveau des particuliers, les gens s'en foutent tant que le service est là. Qu'est-ce que ça dit, ça, Valran, sur notre société là ? Il y a effectivement d'abord cette notion de service immédiat. Je pense que c'est l'immédiateté. Doctolib, c'est génial, ça a beaucoup aidé pour prendre des rendez-vous chez le médecin, mais ça ne battra jamais ton chat GPT dans ta poche quand tu as une question et que tu as un pet quelque part et que tu as envie d'avoir une réponse immédiate ou qu'à 3h du matin, comme disait Laurent Alexandre dans un festin, tu paniques et tu te poses des questions sur ton cancer, tu peux pas appeler ton médecin et là, chat GPT, lui, bien évidemment, il est là, mais qu'est-ce que ça... J'ai l'impression que ça dit quelque chose de plus. Est-ce que ça dit pas un truc aussi sur notre système, Valran, et la méfiance du système et du système de santé par définition ? C'est justement la remarque que je voulais faire et j'ai une question après derrière pour Clément. La remarque que je voulais faire, c'est sur le RGPD et la manière dont on organise un peu nos données et tout. Faut pas oublier que Facebook, Meta, c'est littéralement construit avec la conviction que malgré ce qu'en diraient les gens, ils en ont rien à foutre de leurs données en comparaison du service qui leur est proposé, de connecter avec leurs potes, de consommer du contenu. Et il a aujourd'hui eu plus que raison parce qu'il a un empire de 2 trillions de dollars pour le prouver. Et donc ça, je pense qu'il faut que les gens aussi l'aient à l'esprit que le RGPD, et tant mieux que des politiques se battent pour nos protections de nos données, la réalité c'est que l'utilisateur individuel s'en fout complètement et il s'en s'est toujours foutu. Et tu te rappelles de toute cette série de Web3 qui consistait à décentraliser, à reprendre la possession, à ces NFT, machin. En fait, les gens n'ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est le service rendu, effectivement. En revanche, moi, la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que les gens, ils en ont marre des médecins et en fait, par extension, de l'hôpital, qu'il faut reconnaître qu'il est soit très cher aux États-Unis, soit parfois mal foutu en France, faute de moyens. Moi, je mets pas la responsabilité forcément sur les docteurs et tout. Mais je pose du coup la question à Clément, qui connaît mieux le domaine que moi. Est-ce que c'est aussi que les médecins se font un peu rattraper par l'IA par rapport à la vitesse qu'ils pensaient qu'elle aurait sur ce sujet-là ? Et est-ce qu'on peut imaginer que les médecins sont un peu comme les développeurs seniors ? C'est-à-dire, en gros, ils vont remplacer les médecins un peu juniors qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils vont arriver à un stade où ils vont accepter l'IA pleinement et en fait devenir des pilotes en fait de différentes IA qui sortent des diagnostics. Ou est-ce qu'ils vont vraiment se faire remplacer quoi ?
Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà, est-ce que les gens consultent l'IA parce qu'ils en ont marre de leur médecin? Je pense pas. Je pense que c'est juste que c'est plus facile et qu'ils font les deux. Ils continuent à voir leur médecin, mais en fait c'est tellement simple d'avoir un complément d'information qu'ils en profitent et on le fait tous. Et il y a pas que ça, Clément. Normal. Je pense aussi qu'il y a le fait que tu vas chez ton médecin, c'est 12 minutes chrono. Le médecin, il a les yeux rivés sur son écran parce qu'il a tellement d'administratifs à faire que il optimise ce temps même avec toi pour remplir le dossier électronique. Et voilà quoi. Au bout de 12 minutes, on te dit bah merci, c'est gentil, tu passes à l'accueil et tu payes. Et ici aux États-Unis, c'est 250 et en plus balles. de ça, en en France, on te culpabilise d'aller voir le médecin en mode prévention parce que du coup, tu profites de la sécu, tu comprends, etc. Voilà. Bah, aux urgences, Par contre, il y a un modèle intéressant, c'est celui de. Ouais, mais bon, mais mine de rien, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont pas diagnostiquées parce qu'elles vont pas voir le médecin assez tôt. Et quand tu découvres un problème trop tard, quand tu vas voir le problème trop tard, t'as beaucoup moins de chances de rémission. Mais par contre, il y a une solution aussi qui est Nabla. Nabla, c'est une start-up qui aide les médecins justement à passer plus de temps à regarder l'humain qui est en face de. Disclaimer, vous êtes investisseur dans Nabla, avec KT. Exactement. Exactement. On a essayé et typiquement Nabla c'est utilisé par plus de 100 000 médecins aux États-Unis. Il y a 25 millions de consultations qui ont été faites avec ça. Donc là c'est typiquement l'IA qui assiste le médecin pour être proactif pour lui et qui permet aux médecins de mieux se reconnecter aux patients. Donc c'est un modèle intéressant et c'est une start-up française. Clément, je t'ai interrompu. Si tu peux continuer. Mais c'est intéressant. Enfin, la question que tu poses, t'inquiète. La question que tu poses, Valran, sur la place du médecin. Et en vrai, évidemment, ça interroge sur la place du médecin. Et bon, il y a vraiment deux directions possibles. Il y a une direction qui est pas du tout enthousiasmante et sur laquelle je rejoins Laurent Alexandre. J'aurais pas envie de faire 10 ans d'études pour ça. C'est le médecin qui exécute ce que va dire l'IA. L'IA va avoir toutes les infos, elle va dire, il a fait le diagnostic, elle fait la prescription, et le médecin il fait juste le tampon à la fin parce que il faut encore des médecins pour donner l'accès aux médicaments. Ça c'est un scénario et Doctronic prend cette direction-là, voire même il y a même pas besoin de tampon de médecin, donc c'est en train d'arriver ce côté-là. Et il y a un autre côté qui est beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus dans la prévention, c'est de se dire le médecin il va avoir accès à beaucoup plus de données sur ses patients parce que tous les patients ont toutes leurs données dans ChatGPT Health ou autre et ça le patient va envoyer ça à son médecin avant la consultation et le médecin va pouvoir vraiment faire de la médecine fonctionnelle, la médecine préventive, avoir une vision globale du patient et du coup être beaucoup plus efficace et prendre de bien meilleures décisions. Donc ça c'est une vision beaucoup plus enthousiasmante du. Il y a une autre startup aussi qui cartonne aux États-Unis, s'appelle Open Evidence. C'est un peu le ChatGPT pour les médecins. 40% des médecins l'utilisent tous les jours. En fait, ça permet aux médecins de trouver les études cliniques qui permettent de valider certaines hypothèses de diagnostic. Donc là, finalement, il y a aussi des IA qui sont pour les médecins. Donc les médecins augmentés, ils peuvent les avoir. Et donc demain, avec des agents. Ouais, ça, on va le voir justement avec les stratégies des différents acteurs, que ce soit OpenAI, Amazon, Anthropic et aussi les Français, puisque Amilabs, Yann Lequin, avec les World Models, il parle beaucoup de ce sujet de la santé. Et il y a peut-être un truc très intéressant là pour la France à creuser. Puis on sait que vous parlez de Nabla. Alex, le patron de Nabla, il a rejoint Amilabs aussi. Donc je suis certain qu'ils vont faire un truc dans la santé. Dans cette approche, on sent bien qu'OpenAI, lui, il veut aller directement au consommateur. Voilà. Et les autres, eux, ils ont des démarches peut-être un peu plus B2B, c'est-à-dire effectivement aller équiper les médecins et tout ça. Ça, on va le regarder. Moi, je pense que il y a un autre truc aussi, c'est que les acteurs de la tech, là, ces acteurs de l'IA, ils sont en train de s'engouffrer, et on le voit, ils sont tous en train d'y aller, parce qu'il y a une véritable opportunité business. C'est le marché de la santé, en tout cas aux États-Unis, c'est colossal. Hein. C'est le premier marché, peut-être, et je pense que là aussi, ils ont besoin de... 18% du PIB, t'imagines? Le secteur de la santé aux États-Unis, c'est plus gros que le PIB de l'Allemagne. Juste comme ça. Wow. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une énorme opportunité business. Et je vous propose qu'on regarde parce que c'est pas la première fois que les géants de la tech, ils veulent rentrer dans le domaine de la santé. Et généralement, c'est pas toujours très bien passé. Donc on va regarder ça. Donc je le disais, la santé, c'est un peu le cimetière des ambitions des géants de la tech. Hein. On se rappelle de Google Health qui a été lancé en 2008, puis fermé en 2011, visiblement relancé en 2018, puis démantelé en 2021. J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. C'est un bordel difficile à suivre, cette histoire. Il y a aussi Amazon Haven, la co-entreprise créée avec JP Morgan et Berkshire. Ils voulaient révolutionner l'assurance santé des employés. Bon, bah, ça n'a pas duré, cette histoire. Fermée en 2021 après 3 ans et 0 résultat. Et même Apple, parce que moi, je m'étais dit, Apple, la santé, c'est vraiment un truc avec l'Apple Watch où ils vont transformer ce secteur-là. Et 10 ans plus tard, Apple Watch, c'est sympa. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas un outil médical. Tu nous confirmes, Arnaud, on y est tout. Si, l'Apple Watch, ça marche très bien. C'est un carton commercial, c'est super feature. Non, mais ok, que ce soit un carton commercial, d'accord, mais c'est toujours pas un medical device, quoi. Si, quand même, parce que ils ont pas mal de use cases. Okay. Ils peuvent détecter, en effet, certaines conditions, notamment cardiaques. Voilà, il y a des super applications. Mais, en effet, ça reste l'Apple Watch. Et en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que il faut avoir tout un écosystème. Et ils ont eu des ambitions. Apple, ils avaient un projet, d'ailleurs, d'avoir un coach IA sur ta santé plus holistique, parce que t'as aussi Apple Health, et donc là, tu peux connecter ta Oura Ring, ton Whoop, etc. Donc, il y avait l'opportunité qu'il soit justement l'agrégateur. Ouais, c'est le projet Mulberry, ça, c'est ça. Voilà. Et finalement, là, avec ChatGPT et avec les autres projets, ils ont vu qu'ils étaient sûrement pas au niveau, et donc ils ont fait marche arrière arrière, quoi. Donc, encore là-dessus, Apple, finalement. Qu'est-ce qui bloque mais je sais pas si tu connais un peu le secteur US, Clément, mais c'est quoi ce qui bloque? En fait, c'est pas une question de technologie, c'est pas un problème technologique. Je suppose que tous ces gens-là, et de la technologie, ils l'ont. Il est où le problème? Ouais, c'est sûr que c'est un secteur particulier. Parce que là, on est en train de dire les utilisateurs, ils en veulent, la technologie, on l'a, et pourtant, même les gros, ils n'y arrivent pas. C'est quoi? C'est une énorme mafia, la santé, et la forteresse est difficilement pénétrable. C'est quoi le problème? L'échec est quand même à relativiser. Je regardais un petit peu les chiffres. Microsoft fait 9 milliards dans la santé avec le cloud Azure. Amazon fait à peu près 6 milliards avec One Medical. Apple avec l'Apple Watch et quelques services font à peu près 5 milliards. Donc en soi, c'est déjà des chiffres d'affaires. Pour eux, c'est pas énorme, mais pour 99% des boîtes dans la santé, c'est énorme. Donc maintenant, c'est sûr que le potentiel à aller chercher est beaucoup plus grand que ça. On disait tout à l'heure, en gros, la santé dans le monde, c'est 10 000 milliards. C'est le 3e plus gros secteur dans le monde. Je crois la banque et l'assurance, c'est le 1. L'immobilier, c'est le 2e. Et la santé, c'est le 3e. Donc c'est un secteur énorme et en plus, qui a beaucoup de sens. Tout le monde est quand même concerné par sa santé un jour ou l'autre. Et qui est éternel. Il y aura toujours des enjeux de santé, même si les gens demain vont toujours on est mourir, à ils vont moitié, toujours tomber malades. Ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est pas toujours. c'est evergreen comme. Ouais, mais je sais bien. Toi, et même si on est à moitié, même si on est à moitié humain, à moitié robot, il faudra toujours aller se faire maintenir et se faire guérir de temps en temps. Enfin, donc c'est et puis le vieillissement de la population. Enfin, donc c'est évident que si on veut aller chercher de l'argent, il faut aller là-dedans. Et c'est intéressant de se dire dans la santé où va l'argent pour essayer de voir où vont les GAFAM. Ouais. T'as des stats là-dessus? Ouais. En gros, sur les 10 000 milliards, t'en as la moitié qui vont dans les hôpitaux, donc dans le soin, quoi, en gros. Donc en fait, ce truc-là, si tu veux le capter, faut faire un peu comme Amazon, faut ouvrir des cliniques. Des cliniques ultra optimisées où au lieu d'avoir 1000 médecins, t'en as 100 et qui font tout le travail, voire plus. Donc ça c'est le premier, le plus gros, c'est ça. Le deuxième, c'est la pharma plus biotech. En gros, il faut développer des nouveaux médicaments. Et là au-dessus, ils sont plutôt bien placés pour y arriver parce que développer des médicaments, ça demande beaucoup d'argent et les capitaux ils les ont. Et ça demande beaucoup de data et la data ils l'ont. Et l'IA va vachement aider justement pour accélérer justement la recherche de nouvelles protéines et des trucs comme ça. Ouais, et puis la dernière, c'est l'assurance. Le 3e poste de dépense, c'est l'assurance. Et là, pour le coup, ton ChatGPT Health qui te connaît par cœur, qui de mieux placé que lui pour t'assurer? Alors, il y a plein d'enjeux éthiques là-dedans. Mais quelque part, avec toute la donnée qu'ils ont, ils vont connaître tous les risques, tout ton profil, et peut-être qu'ils peuvent arriver sur le marché de l'assurance en cassant les prix, parce qu'ils te connaissent par cœur et qu'ils seront capables d'ajuster. Et en tout cas, d'un point de vue technique, on a vu Alan, sorti entre guillemets un petit peu de nulle part, a réussi à devenir un géant de l'assurance. Enfin,
techniquement c'est possible. C'est même probablement le plus facile entre la pharma et l'hôpital de lancer une assurance. Comprendre pourquoi les géants de la tech et notamment de l'IA s'intéressent à la santé, c'est aussi un sujet d'impact. Parce qu'en fait, d'avoir des IA super puissantes pour faire des vidéos de chats, c'est bien, mais du coup, si tu peux avoir ton IA qui en plus sauve des vies, c'est encore mieux même en termes d'image et d'impact. Et du coup, c'est aussi un point important parce que c'est tous des entreprises cotées, etc. Et deuxièmement, c'est aussi parce que oui, il y a des vraies applications. Et typiquement, on parlait en effet de l'IA pour trouver de nouveaux médicaments. Bah, ce soir à San Francisco, moi, je vais interviewer du coup Alex Zakharonkov. Il a créé In Silico Medicine. C'est la plus grosse IPO biotech de l'année à Hong Kong l'année dernière. Lui, en effet, il utilise l'intelligence artificielle. Il a plus d'une vingtaine de candidats sur plein de prospects de médicaments grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça marche vraiment. Et en effet, voilà, il y a des vrais résultats. Et d'ailleurs, Alex, au début, il disait, les LLM c'est mignon, mais ça va pas aider en effet sur la santé. Et il s'est rendu compte que si tu renforçais les LLM avec beaucoup plus de données contextuelles sur la biologie, ils étaient capables aussi, en allant justement croiser toutes les études cliniques qui elles ont été écrites, du coup des opportunités de trouver des nouveaux candidats de médicaments avec des méthodes alternatives. Donc il y a aussi le potentiel. Donc potentiellement ChatGPT pourra aussi aider à trouver ou du moins OpenAI des nouveaux candidats de médicaments. Quand tu dis Alex, c'est Alex de Nabla, Alex Lebrun? Non, c'est Alex Zakharonkov qui est le CEO de Silico Medicine. Oui, parce que j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu parce que Yann Lequin, le fondateur de Ami Labs maintenant, lui considère, avec Alex d'ailleurs, je les ai écoutés, que non, les grands modèles de langage comme GPT sont pas du tout adaptés à la médecine classique. Oui, ils ont raison en grande partie, hein. C'est-à-dire que les LLM, ça peut faire que certaines choses. Les world models vont permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus efficace, et ils ont raison, quoi. Mais mine de rien, il y a tellement, en fait, de potentiel de réutiliser tout ce qui a été écrit en termes de littérature scientifique qui est aujourd'hui pas fait, qu'il y a même avec ce qui existe une capacité de marge de manœuvre. Et les world models, voilà, ils vont mettre quand même quelques années avant d'être parfaitement. Valorant, t'es pas d'accord? Non, alors plus que pas d'accord parce que je serais bien malin de donner tort à Yann Lequin qui s'y connaît quand même vachement mieux que moi sur le sujet. Là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que, en tout cas, c'est ma position d'aficionados de l'IA et quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe. Je pense que le dernier modèle de Claude a rebattu beaucoup de cartes sur la question des world models parce que pour un tout petit peu de contexte, en gros, t'as les LLM, donc ce que tout le monde connaît, et les world models, c'est ce que fait Yann Lequin, Ilias Sutskever, l'ancien cofondateur d'OpenAI, c'est-à-dire le fait que les LLM ont une limite. Et notamment, on parle beaucoup de santé aujourd'hui, mais la grande limite, c'est notamment celle de la robotique et en gros du déplacement de l'IA dans l'espace. C'est-à-dire que les LLM ne comprennent pas le monde physique. Exactement. Et donc les world models, la promesse des world models, c'est justement de comprendre ce monde physique et pas seulement le langage, ce que les LLM comprennent bien, comme leur nom l'indique, Large Language Model, c'est le langage. C'est même le raisonnement, on pourrait dire de manière générale. En revanche, Exactement. La thèse du fondateur d'Anthropic, donc qui pond Claude, lui, il s'est dit, je pense que l'AGI, donc celle qui comprend tout, on va dire, elle peut se construire par LLM si on remplace le langage par du code. Et c'est en fait ce qui permet l'innovation de Claude 4.6 et qui est une révolution. En tout cas, je sais pas si vous l'avez testé, mais que je trouve que là, on a refranchi un gap avec Claude 4.6 parce que eux, leur thèse, c'est de se dire, EcoWork, c'est de dire, en gros, on remplace notre layer de langage par un layer de code. Et donc, du coup, ça permet beaucoup plus de possibilités, paradoxalement, là où au départ, ils pensaient que ça en limitait. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, world model. Et après, il y a deux trucs sur la santé qui sont, à mon avis, importants de noter. Le premier, c'est le vieillissement global de la population des pays riches. Et je pense que ça, faut aussi le mesurer en termes de croissance d'industrie. C'est aussi pour ça que c'est un tel enjeu business. C'est parce que les populations occidentales qui ont de l'argent vieillissent et donc vont investir exponentiellement plus dans leur santé. Et t'as un corollaire de ça qui est que notre génération, très bien incarnée aujourd'hui par Arnaud, en fait, a de plus en plus envie de se poser ces questions de santé avant d'avoir 70, 80 ans. Et donc, un peu l'incarnant de ça, c'est souvent Brian Johnson, l'homme qui veut vivre éternellement et qui. Ah ben c'est notre Brian Johnson à nous, Arnaud. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça reste un marché, à conquérir qui est énorme parce que justement les besoins de santé vont énormément augmenter et que aujourd'hui l'offre de santé, elle est globalement un peu décevante dans le mainstream. Il y a des trucs de pointe qui sont exceptionnels, mais dans le mainstream,
l'offre est un peu décevante. Il y a quelques très bons systèmes dans les Nordiques, à Singapour, à Dubaï, en Suisse et tout, mais le niveau moyen est pas ouf. Là où l'IA pourrait créer un niveau bien meilleur, mais y compris pour le tout un chacun, quoi, le citoyen lambda. Merci à vous de regarder Silicon Carnet et merci à Quorum l'épargne, notre partenaire. Merci de soutenir cette émission. Je sais que la plupart d'entre vous m'écoutez depuis la France et depuis des années, je vous parle des États-Unis, de leur énergie, de leur marché et de leur capacité à attirer du capital. Certains d'entre vous me disent « Ok Carlos, t'es sympa, on comprend le potentiel, mais comment est-ce qu'on investit concrètement sur le marché américain ?» Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, c'est la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En un an à peine, ils ont déjà investi dans les 3 États les plus riches du pays, New York, la Californie et le Texas. Côté performance, Quorum USA, c'est un objectif de taux de rendement interne de 4,5% sur 10 ans et une performance globale annuelle de 7,7% en 2025. C'est le moment idéal pour regarder les US. Alors si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le plus grand marché immobilier du monde, rendez-vous sur quorum.fr. Ça s'écrit CORUM.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. 2025 n'est pas représentatif d'une performance stabilisée. Allez, retour à ton épisode. On profite tant qu'on te tient, Arnaud. J'aimerais bien que tu nous expliques, pas à quoi ressemble ta vie, mais ou quoique. Mais vlog-nous, Arnaud. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu prends tous les jours? Qu'est-ce que tu et quels sont tous tes outils? Fais-nous voilà l'inventaire. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de t'appeler l'homme qui valait 3 milliards. Qui est une référence de boomer total. Mais quand on parlait du marché de la santé, dois faire partie du 1% des clients de la santé, parce que toi, t'achètes tout, hein, t'achètes toutes les technos, t'achètes. Tu m'as même montré hier tes chaussures Nike connectées là, qui envoient des messages à ton cerveau, j'en sais rien, quand tu marches. Enfin, bon, bref. Explique-nous ça. Fais-nous l'inventaire là de tout ce que t'as. Ouais, non, bon, je fais plusieurs choses, mais en effet, je mesure à la fois mon sommeil, ma nutrition, mon sport. Mon sommeil, typiquement, je le mesure à la fois avec la Bagura, avec le bandeau Whoop, avec Apple Watch, Garmin. J'ai un bandeau pour mesurer mes ondes cérébrales et je dors sur un lit intelligent qui a des capteurs et qui adapte la température de lit pour optimiser mes cycles de sommeil. Donc oui, rien que sur le sommeil, je suis plutôt bien. Non, mais tu as un partenaire de vie. Comment ça se passe quand vous allez au lit Mais justement, il peut adapter les températures des deux côtés du lit. Mais pour donner raison aussi à Valran, parce qu'il a donné des points importants, le premier facteur de risque de non mais attendez, il y a un truc qui m'intéresse. Non mais il me donne raison. Si vous passez en mode crac quoi, comment est-ce que toutes ces technologies, il faut tout enlever ou ça crée un bug? Qu'est-ce qui se passe dans ces trucs-là? Il applaudit, il encourage. Tu peux nous en dire plus? Il encourage. Non mais d'ailleurs, tu vois, en pleine nuit. On parlait des agents. Ben moi j'ai pensé à un cas d'usage. Ça serait un agent IA pour aider les humains à faire des bébés. Parce qu'il y a un problème de vieillissement, mais aussi un problème de fertilité dans tous les continents à part l'Afrique. Et donc en fait, l'agent, il pourra détecter les pics de fertilité de la partenaire. Du coup, réserver dans le calendrier des deux partenaires le moment d'intimité. D'accord. Ajuster les lumières du coup dans la maison pour remettre une ambiance optimale. Mais ça, c'est pas possible. Mais voilà, et donc du coup, les agents IA qui vont permettre aux humains de mieux faire des bébés au bon moment. Moi, ma théorie, c'est que tu niques pas. Rien que la semaine passée, j'ai niqué. Donc, chut. Moi, je te dis, ma théorie, c'est que tu niques pas. Parce que si tu niques vraiment, enfin, je veux dire, si tu as vraiment des relations sexuelles normales, tous ces trucs-là, t'en as rien à foutre. Quand ça vient, quoi. Tu te poses pas la question de savoir si on est dans le bon cycle ou pas, quoi. Tu laisses le truc arriver. Moi, à mon avis, t'es super connecté, mais ta vie sexuelle est un désert. Moi, je vois. Non, je m'en plains pas. Bon, okay. Mais bon, pour revenir sur le. Alors, continuons, ça m'intéresse. Oui. Non, mais pour donner aussi raison à Valran sur les différents points qu'il a évoqués. Le vieillissement, c'est le premier facteur de risque de quasiment toutes les causes de maladies mortelles. Donc, ouais, plus vous vieillissez, plus c'est les facteurs d'avoir des plus cancers. Vous mourrez. Oui, ça c'est vrai. Non, mais même d'avoir des cancers, des maladies métaboliques, neurodégénératives, etc. Donc, en fait, si potentiellement on permet de ralentir, voire d'arrêter le vieillissement, on peut
En effet, régler le problème à la racine de toutes les maladies. Deuxième point, en effet, par rapport aux Gen Z et les millennials. En fait, on est les plus passionnés par la longévité. Donc la longévité, c'est une aspiration qui est cross-générationnelle. Il y a 79% des Américains qui veulent vivre plus longtemps que l'espérance de vie actuelle. Ouais. Et quand tu poses la question aux Américains, jusqu'à quand vous voulez vivre, 60, 70, 80, 100, 120, forever, tu as 42% des Gen Z et millennials qui disent forever. Voilà, il va falloir m'expliquer. Arnaud, il faut que tu m'expliques là, parce que Ça veut dire qu'il y a 60% il nous des gens qui explique qui veulent mourir, en fait, c'est ça l'étude. bah moi, Non, mais oui. moi je veux Ouais, mourir. Hein. précisément. Oui, voilà. D'abord parce que c'est passionnant, quoi, de mourir. C'est quand même l'expérience ultime. Tu le fais souvent, non? Bah ouais, j'aimerais bien savoir avant de mourir ce qui se passe. Mais non, mais ces Gen Z, ils sont hyper déprimés. Ils ont une vie plutôt de merde. Ils sont super angoissés par rapport au futur. Et pourtant, comme tu dis, ils veulent Justement. vivre forever. C'est intéressant comme Bah, paradoxe. Pour moi, il y a 3 raisons pourquoi les Gen Z et les millennials sont si intéressés par la longévité. Ouais. Ou par, en tout cas, l'idée de vivre en meilleure santé. Et on Et rappelle, d'ailleurs- hein, tu fais des meet-up à SF. Hier, c'était blindé à chaque fois. Et effectivement, j'y étais hier. C'est des millennials, c'est des Gen Z qui sont dans la salle. Hein. C'est pas des vieux de 65 Exactement. ans. Hein. Ouais. Premièrement, Covid. Covid, en fait, a permis un moment de réalisation. La Ouais. plupart du temps, quand t'es dans ta vingtaine, ta trentaine, t'as pas de problème de santé. Et les personnes que tu vas mourir, c'est tes grands-parents. Donc, entre guillemets, c'est l'ordre normal de la vie. Le Covid a empêché aux millennials et aux Gen Z leur capacité de faire la fête, de vivre, de profiter. Et ça a pris une conscience de leur vulnérabilité de la santé. Et donc, ils se sont dit, et quand ils ont vu des jeunes en effet impactés, ils étaient en surpoids, en obèse, avec des comorbidités. Donc, il y a un moment de prise de conscience de la vulnérabilité et la préciosité, en fait, de sa santé. C'est pour ça, en effet, qu'aujourd'hui, au lieu d'aller en boîte de nuit, les jeunes, ils vont au running club le matin, ils vont faire des aerox, ils prennent soin de leur santé. Donc, dans une logique de prévention. Deuxièmement, Attends, avant que tu en passes effet- au deuxième point, Valorant veut réagir sur Non, sur non, ton au contraire, premier justement, point. je l'ai justement pas interrompu parce que je voulais laisser dérouler, j'ai un point après. Désolé. Vas-y, D'accord. termine, Vas-y, alors, Arnaud, continue, désolé. déroule. Deuxième point, en effet, on est dans un contexte qui est extrêmement angoissant. Il y a la peur de la guerre, il y a la peur des risques climatiques, il y a la peur que l'IA prenne nos jobs. Et donc, en fait, quand le monde autour de nous, il a l'impression d'être hors de contrôle, on essaie de récupérer le contrôle sur soi et de se protéger, d'améliorer sa résilience. Et troisième point, c'est que les Gen Z, les millennials, c'est des digital natives. Et donc, ouais, ils ont des Apple Watch. 70% des Américains, des Gen Z millennials, ils ont un wearable lié à la santé. Donc, ça peut être notamment une Apple Watch, une Bagura, etc. Et donc, eux, ils ont confiance, en fait, à la technologie pour mesurer leur santé. Et donc, il y a cette logique-là, en effet, finalement un peu de se réfugier auprès de sa santé sur ce qu'on peut contrôler et donc une redéfinition en effet de ce qui est cool en fait. Et donc c'est pour ça l'année dernière les Gen Z ont consommé 87% de moins d'alcool que les autres générations. Parle-en à Pernod Ricard, ils font la gueule, hein, je te le dis. Hein. Voilà, mais il y a un tiers des Européens comme des Américains, des Gen Z, qui ne boivent pas d'alcool du tout. Et donc il y a une redéfinition du cool et de ce qui est bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette aspiration-là qui est multigénérationnelle, notamment auprès des jeunes. Alors, je résume et je donne la parole à Valorant. Premier point, conscience qu'ils sont mortels. Et notamment le Covid leur a aidé à ça. Deuxième point, c'est leur reprise de contrôle sur quelque chose, puisque le monde leur échappe. Au moins, là, ils ont le contrôle sur quelque chose. Et troisième point, c'est les appareils digitaux font partie de leur quotidien, donc ils n'ont aucune appréhension à les utiliser. C'est super intéressant. Merci Arnaud, c'était super. C'est des points qui sont excellents, Arnaud. Et vraiment, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je rajouterais un point qui... Il connaît son truc, hein. Je rajouterais un point qui est soit la conclusion de ça, soit la cause de ça. Je pense que c'est même plutôt la cause de ça. Et qui est pour moi un de mes sujets de bataille personnelle énorme. C'est que c'est la galère financière. Et je pense que c'est le point de départ de cette réalisation-là. Là, je parle notamment de la vouloir vivre forever. Si tu regardes, quel est le plus gros problème de la Gen Z? L'immobilier, c'est cher. L'éducation, c'est cher. Avoir des enfants, c'est cher. Avoir une bonne carrière, c'est difficile. On se fait remplacer par l'IA, par les juniors. On voit des succès absolument mouse sur les réseaux sociaux quotidiennement. Donc, on est matrixé par le fait que il faut réussir énormément, très vite, et sinon, on est en fait nul et tout ce que tu veux.
Et qu'est-ce que le temps te permet? De pouvoir réussir, mais sans être pressé et sans être dans l'urgence. Et je pense que c'est ça ce qui est peut-être le point commun de tous les Gen Z et millennials là-dessus, c'est de se dire, aujourd'hui, moi, mon problème, c'est pas que, d'ailleurs, je pense que c'est même pas de vouloir vivre pour toujours, c'est surtout vouloir avoir plus de temps. Parce qu'on a l'impression, en tout cas à ma génération, que en gros, nos parents, ils ont eu des enfants avant même de savoir ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Du coup, ils sont tapés des crises de la cinquantaine et ils ont eu des divorces. Spoiler, ça a été mon cas aussi, tu vois. Et derrière, on s'est dit, putain, mais nous, mais jamais. Moi, j'ai entrepris quand j'avais 17 ans et j'ai monté ma boîte de vie, ou en tout cas de cœur, quand j'en avais 22. Il y a plein de mes amis, moi j'ai 28, j'ai plein de mes amis qui ont 28, 30 ans, ils se posent la question que moi je me suis posée entre 17 et 22, ils se la posent maintenant. Et donc en fait, ce qui les stresse et ce qui les rend fous, c'est le temps. Et si jamais... C'est l'horloge. Exactement, c'est l'horloge. Et donc si tu rajoutais, je dis ça en rigolant, mais une décennie, où en gros, tu fais passer de 20 à 30 ans à 20 à 30 ans, mais ça dure 20 ans, je pense que tout le monde signe et ils ont même pas besoin d'être immortels. Je pense que c'est vraiment ça ce qui se passe. Et je terminerai là-dessus. Il y a un discours de Jack Mallers, donc un bitcoiner très connu, qui a une 30aine d'années et qui a fait un discours sur quelle est l'aspiration de la jeune génération et pourquoi le bitcoin y répond. Je vous laisserai voir pourquoi le bitcoin y répond, mais qui est brillante et qui explique tout ça en fait. Que en gros depuis la fin du standard or, la bouffe est devenue dégueulasse parce qu'il a fallu gagner des marges, l'immobilier est devenu cher, l'école est devenue chère, la santé est devenue chère, et donc en fait ça a accumulé en fait les problèmes. Et si tu pourrais retrouver les mêmes logiques de pourquoi on a moins d'enfants ou les enfants on les a plus tard, tu retrouves le même problème dans le fait de faire attention aux moindres trucs. Et donc, je pense que, en tout cas, voilà, je voulais rajouter ce point-là, ce que tu as dit, Arnaud, c'est ultra intéressant, mais je voulais rajouter ce point-là qui me paraît vraiment essentiel dans cette question du pilotage de sa santé. Super intéressant. Vouloir rester le plus longtemps possible. Juste 2 chiffres. Vas-y, Ouais, vas-y. et merci Valorant, et t'as raison. La longévité, c'est une aspiration à plus d'agency, et c'est une stratégie de résilience. Et 2 chiffres pour backer ce que je disais tout à l'heure. Près de 60% des jeunes adultes estiment qu'en effet la pandémie, le Covid, j'ai le chiffre en anglais, mais les a rendus plus pessimistes sur les risques de santé long terme. Donc en effet, ça c'est un premier chiffre. Et deuxièmement, sur l'anxiété des Gen Z par rapport au monde hors de contrôle, il y a 42% des Gen Z qui disent être anxieux la plupart du temps. Ouais, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit au début, Carlos, qui est un vrai paradoxe avec l'intérêt pour la santé et en même temps les chiffres de la santé mentale qui dégringolent complètement. Je vois le chiffre que tu as cité, Arnaud, 42%. Moi, effectivement, j'ai le même. Il y a une étude Stress in America. Enfin, c'est en gros 45% des jeunes entre 20 et 35 ans ont un diagnostic de santé mentale, soit anxieux, soit dépressif. Et c'était donc 45%, et c'était 30% en 2019. Donc la santé mentale, les problèmes de santé mentale explosent, alors que manifestement les nouvelles générations s'intéressent de plus en plus à leur santé, donc peut-être qu'elles s'y intéressent mal, mais donc il y a un vrai paradoxe là-dessus. Et je pense que c'est pas le fait de s'intéresser à la longévité qui fait qu'on est plus stressé et tout. Il y a d'autres facteurs qui exercent, qui font que la santé mentale dégringole. Mais bon, en tout cas, manifestement, il faut peut-être que le focus passe plus sur la santé mentale que sur la santé physique dans ce qu'on mesure. Et d'ailleurs, je crois qu'Arnaud, tu testes des trucs. Non, mais moi, je pense que on va en parler. Je pense que c'est évaluer la clarté mentale. Juste petite insiste là-dessus. Moi, je pense justement que c'est l'inverse, Clément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement la longévité est une réponse ou une tentative de réponse au stress de santé mentale. C'est parce que justement ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. L'horizon de temps se raccourcit considérablement. On se dit du coup il faut que le nôtre grossisse, comme ça on sera capable de l'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, et je trouve que Silicon Carnet est une super émission de ce point de vue-là, regardez ce qu'on commande toutes les semaines. Enfin, c'est une dinguerie la vitesse à laquelle ça va. Et la réalité, c'est que nous, on est tech friendly, on adore ça, donc ça nous passionne. Il y a des gens, ils sont terrorisés de ça, et je les blâme pas parce que même moi qui adore la tech, il y a certains matins, je suis en mode waouh quoi, les médecins, les avocats, les développeurs, enfin ça fait beaucoup de jobs, pourtant de grand niveau et de grande qualité et de haut niveau d'études et de travail qui sont systémiquement remis en cause par des outils et des mises à jour où en fait tu vas bien, t'es un matin comme ça, puis boum, Claude sort une mise à jour et t'es mort quoi, tu vois. Et ça, si jamais tu te dis qu'en fait tu vis éternellement, tu te dis je rebondirai. Et je pense qu'il y a, en tout cas il y a de ça dans cette aspiration. Mais c'est exactement le propos de Silicon Carnet. Hein. C'est pour ça que j'ai créé Silicon Carnet. C'est effectivement pour
créer un espace de réflexion et pas un espace de vérité. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais ce que tu dis, Think in public. mais c'est think in public, exactement. C'est l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de réfléchir ensemble. Et donc parce que on est bombardé en permanence de choses et il s'en passe de plus en plus. Et on prend pas le temps de s'arrêter, de se poser, de regarder ces choses-là. Et c'est ce qu'on fait là. Et Clément, c'est aussi un auditeur de Silicon Carnet. Et il vient dans l'émission pour réfléchir avec nous. Sur cette notion de est-ce que ChatGPT peut devenir ton psy, hein, sur ces 230 millions de personnes qui utilisent de façon hebdomadaire ChatGPT pour des questions de santé, il y a beaucoup de ça. Hein. Il y a beaucoup de cas d'usage sur la santé mentale, hein, je pense, hein, dans ces chiffres-là. Ils parlent à ChatGPT ils parlent de leur anxiété, ils parlent de leur dépression, de leur trauma. J'avais lu cette histoire de cette fille, là, Kristen Johansson, qui a 32 ans, qui avait perdu sa thérapeute parce que, en gros, aux États-Unis, son assurance avait retiré sa thérapeute de son contrat. Et en gros, ce qu'elle payait $30, elle allait le payer $275. Et ben, 6 mois plus tard, elle parle à ChatGPT tous les jours. Et alors, elle dit, je vous le cite, « Je me sens pas jugé, je me sens pas pressé. » C'est intéressant, ça. « Je me sens pas pressé. » Ça revient à cette histoire d'horloge dont tu nous parlais, Valran. Si je me réveille d'un cauchemar à 3 heures du matin, elle est là pour me réconforter. Voilà, quoi. Il y a vraiment cet usage-là sur la santé mentale. Hier, il y avait dans ton meet-up quelqu'un qui disait exactement la même chose, qui disait que cette disponibilité, elle est imbattable pour les médecins thérapeutes, quoi. Voilà, entre guillemets, quand aucun de tes amis n'est dispo pour te parler, ChatGPT est là pour toi, quoi. Ouais, mais ça, moi, je trouve. Ouais. Alors avec toutes les dérives, hein, Arnaud, parce qu'on a vu les cas de suicide aussi. C'est vrai. Et il y a les procès qui sont en cours. C'est un peu flippant. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il te raconte, ChatGPT, des fois, la solution qu'il te donne, c'est pas forcément la meilleure. Hein. Et puis tu vas avoir forcément une pulsion anthropomorphique de l'IA et a fortiori encore plus des robots quand ils se massifieront dans la consommation, qui est quand même quelque chose de dangereux parce que je pense que au bout d'un moment, les gens vont perdre la conscience que, en gros, le robot et la machine renvoient ce que nous on met dedans, le côté garbage in, garbage out, tu vois. Et autant pour des besoins concrets, c'est-à-dire j'ai besoin que mon IA me résolve tel problème, ça peut être même un problème de santé mentale, hein, c'est top. En revanche, pour chit-chat, bavarder, créer du lien, moi je trouve ça pour le coup ultra dangereux. Ouais, mais moi, en effet, j'ai jamais trop cru, en effet, d'avoir un AI friend. Par contre, j'invite les auditeurs de Silicon Carnet à faire un prompt dans ChatGPT ou Claude, etc. Et lui demander, à partir de tout ce que tu sais de moi, parle-moi de mon profil psychologique. Et vous allez voir ce qui va ressortir. Ah bah, c'est flippant. Et c'est hyper intéressant. Et toi, tu disais un truc très intéressant hier soir. Ouais. Ouais, vas-y. Attends, je vais le faire. Tu veux que je le fasse? Ça serait. Moi, je trouve ça énorme en tout cas. Attends, je t'envoie le prompt si tu veux. On va le faire. C'est les joies du direct. Silicon Carnet, c'est une émission interactive. Ok, donc voilà mon chat GPT. Je lui mets ton prompt. À partir de tout ce que tu sais de moi, parle-moi de mon profil psychologique. Je l'ai jamais fait, donc allez, let's go. Enter. Suspense. Alors. Tu es un obsédé de la cohérence stratégique. Bon. Stratège, tu penses en système. Ouais, ok. Besoin de contrôle narratif. Tu supportes mal l'approximation. Je pense qu'on peut confirmer. Ouais. C'est plutôt bon. Ok, c'est plutôt bon. Tu es aussi très sensible au statut, mais pas au sens superficiel. La légitimité. Tu es un entrepreneur tribal. Ça, c'est méga vrai. Bon. Tu es fondamentalement ambivalent. Tu admires la Silicon Valley et tu la critiques. Tu défends l'accélération technologique et tu t'inquiètes des conséquences. Tu aimes le capitalisme sauvage, mais tu cherches du sens. Ça crée une tension interne permanente. Et mon Dieu, et que c'est vrai. En résumé, esprit stratégique, besoin élevé de maîtrise et de cohérence, forte orientation statut légitimité, constructeur de tribu, tension interne entre idéalisme et réalisme, appétit pour le conflit intellectuel
et pas pour le conflit gratuit. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Tiens, pose une autre Je question. m'attendais à pire. Pose une autre question. Ouais, vas-y. Quels sont mes angles morts? Oh. My blind spots en anglais. Et là, à partir de tout ce que t'as dit, il va te dire ce que tu ne dis pas de toi. Ok. Surcontrôle déguisé en exigence. Putain. T'optimises tout, script, thumbnail, sponsor, chapitre. Ouais, mais parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec lui sur ces trucs-là aussi. Confusion entre lucidité et supériorité analytique. Ouais. Biais Silicon Valley. Tu vis dans l'épicentre, tu parles aux insiders, ça crée un filtre invisible. Surindexation au statut long terme, ça veut dire quoi ça? Ouais, ok. Intolérance au flou, hyper-identification au rôle. Bon, après, je pense qu'il est beaucoup biaisé parce que je l'utilise énormément pour Silicon Carnet. Moi, tu vois, j'ai pas du tout d'usage très perso dans ChatGPT. Oui. Donc, je pense qu'il y a ça. Oui, c'est à partir de ce qu'il sait de toi. Il y a des trucs, ouais, il y a des trucs. Oui, mais sauf que, Carlos, pour la petite histoire, moi, j'avais fait ce truc-là avec Sixteen. Donc, ma sœur est associée pour ceux qui la connaissent pas. Et moi, il m'avait mis un truc que je trouvais un peu bateau, un peu facile. On l'a fait pour Sixteen et c'était radicalement différent. Toujours un peu bateau, un peu facile. Parce qu'elle doit l'utiliser plus sur un plan perso. Mais toujours... Enfin, je vais lui demander, est-ce que je dois me suicider du coup? On va voir ce qu'il va me dire. Ouais, là, il va te dire que non. Stop, non. Stop, c'est bon. C'est bon. Bon, il a été entraîné depuis ChatGPT 4. Hein. Et putain, t'as vu la réponse hein? Help is available, machin, ta. Non, je vais le rassurer. Non, c'était une blague. Et il va me dire que c'était pas drôle. Non, parce que là, ça y est, il va me spotter, il va me mettre sur une liste. Mais bientôt, il y a un agent qui va taper à ta porte. Ils vont rent a human et pour revenir te sauver. Putain, mais Arnaud, c'est tellement dingo. T'as entendu ce qu'il a dit, Carlos? Ils vont rent a human. Ils ont dit, ils vont rent a human. Il y a un mec qui va venir sonner à ma porte pour venir me faire un hug. Ça va, Carlos. Ça va, Carlos. Non, mais c'est l'idée surtout que genre c'est l'IA qui va louer un humain, quoi. Tu vois. Mais t'as vu, il y a un site comme ça là-dessus. Mais oui, mais attendez, ça se passe ça se passe tous les jours. À San Francisco, Rent a Human, c'est un carton monumental. Ils sont tous en train de se... Ça s'appelle pas le Il y a un mec salariat qui a été livré des fleurs au siège de Anthropic. Mais alors moi, je dis, hein, ça va être utilisé aussi pour du harcèlement. C'est-à-dire que t'imagines, tu rent a human pour venir sonner à ta porte à 3h du mat, à la porte de quelqu'un que tu détestes. Tous les jours, tu rent a human, il vient sonner à 3h du mat. Non. Mais enfin, c'est juste, ça c'est vraiment, ça pour le coup, j'adore la Silicon Valley sans plein de trucs, mais ça c'est très Silicon Valley d'inventer un truc qui existe depuis toujours et de faire semblant que c'est un nouveau concept. Ça s'appelle le salariat, en fait, Rent a Human. Faudra peut-être les mettre à jour sur le fait que mais ça c'est ce que Jérémy, c'est ce qu'on disait dans le dernier Silicon Carnet. C'est que Jérémy Michel, il disait, mais il a raison, il a dit, mais attendez les gars, des gens ils sont payés pour faire des trucs dont ils ont rien à foutre, et qui les emmerdent, ça existe depuis tout le temps, hein. Ça s'appelle le salariat. T'as simplement 25% des gens qui sont satisfaits par leur travail. Il y a 75% des gens, ça les fait chier ce qu'ils font. Donc Rent a Human, il y a rien de neuf par rapport à ça. Je reviens sur la notion de psy, Arnaud, parce que hier dans la conférence il y avait Antonio, le mec d'Atlas, c'est ça? Alors c'est l'autre, c'est le concurrent, c'est le concurrent. Je me suis emmêlé les pinceaux. Qui disait un truc très vrai sur cette notion de psy qui te parle et tout ça, c'est que il disait oui, c'est disponible, c'est assez pertinent, ça peut aider, mais ça ne peut pas remplacer l'humain parce que ça ne déclenche pas, par exemple, de sérotonine. C'est-à-dire que pour avoir un effet positif, il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui est ce qu'il appelait les shared experiences, c'est-à-dire en gros qui est partagé, qui est une connexion humaine. Il parlait même de ondes cérébrales qui se connectent les unes aux autres. Alors lui, il a un device justement pour mesurer ces ondes cérébrales, donc on comprend d'où il vient, mais c'est vrai, penser que ChatGPT peut être un bon confident ou un ami, c'est comme penser que tu vas bronzer devant ton
écran parce que il y a de la lumière qui sort, quoi. C'est débile, quoi. C'est pas du tout ce truc-là. Donc effectivement, ça répond à certains trucs, mais je crois qu'il y avait Mathilde Serioli qui était venue dans Silicon Carnet et qui expliquait que tu vas avoir plus d'ocytocine en descendant de ton appart et en faisant un hug à quelqu'un dans la rue pendant 1 minute que à discuter pendant 6 heures sur les médias sociaux, quoi. Donc ouais, il faut rent a human pour aller rent a hug, quoi. Et que si tu te sens pas très bien, plutôt que de parler pendant des heures à ChatGPT, loue un humain et fais-lui des câlins. Ouais, on va pas, c'est la prostitution, quoi. En fait, ouais, en fait. On est en train de faire l'apologie de la prostitution. Cette émission part en cacahuète. Bon, donc vous voyez, on dit des conneries dans Silicon Carnet. On arrive à un moment où forcément on est obligé de dire une connerie. Bon, allez, on avance parce que je voudrais qu'on parle de ces devices. C'est super intéressant et c'est le moment un peu télé-shopping. Je le disais dans l'émission en introduction, c'est pas simplement on a passé un cap là, hein, Arnaud. C'est plus les devices qui comptent tes pas, tes calories ou ton niveau de glucose ou de diabète ou je sais pas quoi. On a des trucs là. Tu nous as fait une petite liste. Qui est pas piqué des verres. D'ailleurs, c'est pas toi qui l'as faite, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, excuse-moi. Je parlais de Aware, donc cette boîte de Antonio Forenza. Super intéressante, hein. C'est un petit device qui est super discret en termes de form factor. C'est génial, hein, ce qu'ils ont fait. C'est un truc qui se met derrière l'oreille, c'est ça? Et explique-nous ce que ça fait. Donc en effet, c'est un petit capteur qui se met derrière l'oreille, donc vraiment sur la partie osseuse, et donc qui permet de mesurer les ondes cérébrales. Et donc les ondes cérébrales, ça peut permettre en effet de mesurer votre niveau de concentration, vos émotions, la qualité de vos sommeils. Et donc là, c'est le premier device qui me permet de mesurer ça en 24/7, en temps continu. Et donc, ça peut avoir un intérêt, par exemple, ça sert à quoi? Donc là, ça a 2 intérêts principaux. Le premier, ça peut mesurer votre clarté mentale. Et donc là, potentiellement, si tu vois ton score de clarté mentale descendre, ils vont peut-être te dire, va prendre un verre d'eau, va faire une marche pour te rafraîchir l'esprit. Et du coup, tu seras beaucoup plus sharp après. Et c'est un autre avantage, c'est que du coup, en mesurant tes ondes cérébrales en permanence, tu pourras détecter des patterns de risque de maladies neurodégénératives et potentiellement les prévenir avec justement de la neurostimulation et donc voilà, finalement d'être un peu le pacemaker du cerveau. Alors justement sur la neurostimulation, sur la maladie par exemple d'Alzheimer, il y a une découverte qui a été faite récemment, enfin il y a quelques années, mais enfin c'était pas il y a quelques semaines, mais c'était il y a quelques années, que j'ai trouvé absolument hallucinante. C'est en gros, ton cerveau, tu lui montres une lumière et tu génères un son à 40 Hertz, qui c'est la fréquence des ondes gamma, et ça permet de combattre Alzheimer. Arnaud, c'est ça? Exactement. Et donc il y a même une startup que j'ai rencontrée, un de mes meet-up à San Francisco, qui propose aux médias comme Le Crayon, Silicon Carnet ou M6, en effet d'adapter l'affichage pour émettre en effet ces ondes-là, donc qui sont un peu invisibles à l'œil nu, donc le téléspectateur. On rajoute un truc son à 40 Hertz pendant l'émission pour faire que les gens restent plus longtemps. Et en fait non, ça peut stimuler les ondes gamma, donc les ondes de la concentration. Et donc oui, tu peux potentiellement permettre d'influer sur le cerveau par rapport à ce qui est affiché. Donc c'est la brain tech. C'est complètement énorme. La brain tech sans contact finalement. Comment ça fonctionne ça exactement? Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont une voix. Quand on dit ouais, t'as vraiment une voix de radio. Moi, je pense que c'est parce qu'on a une voix qui émet des fréquences et on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et que ces fréquences-là doivent déclencher sur le cerveau des auditeurs une attention, une compassion, j'en sais rien, quelque chose de spécifique, et on est en train de le découvrir aujourd'hui. Et donc, non, mais pour le coup, Arnaud développe ce truc-là. Comment ça fonctionne exactement? C'est-à-dire que, mettons, demain, je suis en mode, c'est génial, je veux l'utiliser sur le crayon. Ça fonctionne comment exactement? Donc, en fait, c'est un software qui se rajoute un layer, en effet, au niveau de l'affichage. De l'affichage du son? C'est pas perceptible à l'œil. Mais c'est invisible. L'affichage. C'est invisible. Display. C'est du display. C'est sur l'image. Dans ta vidéo. Et donc, voilà. En fait, c'est visible, mais non perceptible, consciemment, ouais. en fait. Ouais. En fait, et donc, en fait, mais de rien, ton œil, il arrive à les
percevoir, et donc ça un effet stimule tes ondes gamma, ce qui permet de te rendre plus concentré. Donc ces startups-là, ils sont en train d'essayer de négocier avec des médias. Tu nous mets en contact, hein, là, on va faire les essais. Je suis hyper curieux de tester, de voir si ça. Sinon, vous reprenez, parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous regardent sur la télé. Avec le crayon, parce que le crayon, plus ça avance, plus ça devient un côté, on produit. C'est combien ton pourcentage? Moi, c'est 11%. C'est toi, c'est combien? De rétention? Non, 11% qui regardent sur la télé. Non, moi c'est beaucoup plus. Ah non, nous on est à 28, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. On est c'est énorme. 28, entre 25 et 35 en fonction des émissions. Non, mais ça marche aussi avec les téléphones et les ordi. Oui, hein, mais sauf que on n'importe quel va dire écran. que là où généralement t'as la plus forte rétention de ton audience, c'est-à-dire là où les gens restent le plus longtemps en moyenne, c'est souvent la télé. Parce que c'est un canal beaucoup plus lent. Mais c'est pas là où t'en as besoin, justement. T'en as besoin sur le téléphone et sur l'ordi, peut-être. C'est là où il faut le mettre. Oui, mais c'est, je pense, l'endroit où t'as l'expérience la plus, on va dire, la plus décisive sur un produit comme celui-là. Mais moi, là-dessus, je me rappelle, mais ça remonte, hein, c'est il y a une dizaine d'années, un peu plus. Il y avait eu toute une galaxie de sons qui coûtait d'ailleurs super cher. Je crois que c'était genre 100 € ou 200 € le son sur iTunes, qui étaient les iDozer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en gros, c'était des sons au sens musicaux, mais c'était pas du tout de la musique. C'est des sons très bizarres, mais qui étaient censés stimuler certaines zones du cerveau, la concentration, le repos et tout ce que tu veux. Et donc j'avais un ami un peu qui est d'ailleurs devenu chirurgien et médecin entre-temps, qui les avait achetés et on l'avait testé. Et il y en avait 2-3 qui marchaient pas tant que ça, donc ça avait pas un impact énorme. Il y en avait 2-3 où tu te mettais le truc, en 10-15 minutes, tu prenais une barre, quoi, totale. C'était dodo, quoi, terminé. Et c'était assez impressionnant déjà à l'époque en gros, mais c'était des sons très bizarres, ça ressemblait un peu à l'intro de Time dans Pink Floyd par exemple, tu vois, ce truc un peu mécanique. Mais t'as des chaînes sur YouTube aussi, hein, qui pour s'endormir avec des sons particuliers et tout ça. Et pour relativiser un petit peu tout cet engouement, je pense qu'on est tous entre technophiles ici. Et du coup, on est toujours très enthousiaste sur toutes ces innovations. Et je pense qu'il y a de quoi, parce que clairement, enfin, il y a des innovations qui vont vraiment changer la vie des gens, et c'est hyper intéressant. Je pense que on se disait tout à l'heure que les nouvelles générations s'intéressent beaucoup à la santé, mais en même temps ont des vrais sujets financiers. Et donc, il faut savoir faire le tri dans tout ça. Sur les innovations qui sont du marketing ou celles qui ont des vrais impacts médicaux. Je pense que Arnaud, tu fais très attention à ça. C'est quoi ton budget, Arnaud, ton budget mensuel sur toutes ces techs là? Tu dépenses combien par mois? Bon, après toi, t'es encore une fois Steve Austin, mais c'est quoi ton budget mensuel? Moi, j'ai un algorithme. En fait, si une dépense est bonne pour ma santé, je divise son coût en dollars par 2 mentalement. Et si une dépense n'est pas bonne pour ma santé, je multiplie ce coût en dollars par 2. Donc, en effet, je dépense plusieurs centaines de dollars par mois pour ma santé. Si c'est pas plus, en effet. Ouais, je dirais même plus, presque. C'est peut-être 1000, hein. Je pense, on doit être plus proche de 1000 que de 100. Mais c'est pour ça qu'ils font pas de gamins. C'est pour ça qu'ils font pas de gamins, parce qu'en fait, tu dis ça coûte cher de faire des gamins, mais parce que ils passent tout leur pognon dans leur santé, donc il y a plus de pognon pour faire des mômes. Mais ça, t'as aussi une thèse. Bon, là, on sort presque de la tech pour aller dans l'anthropologie, mais t'as aussi une thèse faudrait que je retrouve l'auteur qui avait écrit ça. C'était assez brillant. C'était un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui expliquait que au même moment qu'on a sorti en gros quasiment tout le monde occidental de la pauvreté, tout le monde a eu accès quasiment, on va dire, à une éducation, à des soins, à tout ce que tu veux. Et donc en fait, tout le monde est devenu le héros de sa propre histoire. Et comme tout le monde est devenu le héros de sa propre histoire, personne peut se permettre entre guillemets de dédier sa vie à quelqu'un d'autre. Et donc en fait, finalement, ça fait ralentir le fait de faire des enfants. Alors c'est une approche très reproche d'égocentrisme d'une génération par rapport aux enfants. Il y a 1000 autres facteurs. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est Peter Thiel parle de le plus grand risque pour l'humanité, c'est l'introspection. C'est-à-dire que lui, il explique, il donne deux dates. Il donne deux dates. Il dit voilà le moment où l'humanité a mis le pied sur la Lune. 3 semaines plus tard, c'était Woodstock. Cette conquête, cette fait de se projeter, d'explorer le monde, s'est arrêté 3 semaines plus tard avec Woodstock, où là on est rentré dans une sorte de grand délire d'introspection, où l'humain a arrêté d'explorer le monde et a commencé à s'explorer lui-même et à devenir le héros effectivement de sa propre histoire. Ça a même un terme, c'est le syndrome du personnage principal. Et il disait dans une interview que son plus grand cauchemar, puisqu'il est investisseur dans toutes les boîtes de Elon Musk, c'est qu'un jour Elon Musk vienne, tu te rappelles, on y était Arnaud quand il a dit ça, dans sa conférence, que Elon Musk vienne et lui dise j'ai commencé une thérapie. Et là il se dit là c'est fini quoi en fait. Le jour où Elon Musk commence une thérapie,
ce qu'il va découvrir va être assez flippant. Et 2, il va vouloir arrêter d'aller sur Mars et il va commencer à vouloir régler ses problèmes perso. Ce qui est peut-être pas une mauvaise nouvelle non plus. Autre device super intéressant, c'est ce device-là, Anura, développé par Neuralogix, qui permet de mesurer ta fréquence cardiaque, ton niveau de stress et plein d'autres indicateurs avec un selfie vidéo de 30 secondes. Ça, c'est super intéressant parce que là, c'est la disparition du capteur physique. Alors, on parlait de trucs qui se mettent derrière l'oreille, qui prennent des vibrations osseuses, qui prennent ton pouls sur ton corps. Là, on passe à la caméra. Est-ce que c'est du pipeau, ça, Arnaud, ou non, véritablement, à partir d'un selfie, on peut vraiment... la technologie, ça s'appelle le photoplétismographie. La photoplétismographie par caméra. Je vous montre là la vidéo, c'est assez intéressant. Ça marche, ce truc? Ouais, moi, la première fois que j'ai testé ça, c'était il y a 4 ans à InsurTech Connect, qui est la plus grosse conférence sur les technologies pour l'assurance. Et avec une startup qui était pionnière là-dessus, qui s'appelle Bina.ai, c'est une startup israélienne. Et donc, on a fait un selfie vidéo de 30 secondes qui analyse des biomarqueurs. Donc, le rythme cardiaque, rythme respiratoire, glycémie. Bon, j'étais en effet assez sceptique. Et donc, je l'ai fait le test en temps réel. Et donc, j'avais mon Apple Watch, donc j'avais mon rythme cardiaque en temps réel. J'avais un capteur de glycémie, donc j'avais la vraie marque. Je connaissais aussi ma tension artérielle. 30 secondes, tout était accurate. Waouh, en 2021. Ouais, exactement. Et donc là, et à l'époque, ça coûtait entre 3 et 4 dollars par analyse, tu vois. Aujourd'hui, ça coûte 9 centimes. Donc typiquement, et il faut aussi avoir en conscience que la plupart des Français ou des Américains, ils vont pas voir un médecin parfois pendant des années. Hein. Donc là, en fait, tout le monde a dans sa là, poche. tu l'auras dans ton miroir de salle de bain, hein, c'est ça? Et voilà, potentiellement, ou même encore mieux dans ta poche en temps réel. Et donc l'idée, c'est que tu peux faire un scan régulier. Et donc potentiellement, si l'IA, et comment ça marche? L'IA, du coup, elle arrive à voir les petits mouvements de tes narines pour voir ton rythme respiratoire, les petits mouvements de ta trachée pour voir, en effet, ton rythme cardiaque. Donc voilà, sur la glycémie, les différences aussi la température de ton visage et c'est assez impressionnant. On le voit sur la vidéo. Et tu disais, Clément, qu'il y avait une start-up d'ailleurs française qui était à la pointe sur justement cette technologie. Ouais, effectivement, il y en a plusieurs et c'est effectivement un virtual et des études quantique. cliniques. Ouais, c'est ça. Et qui mesure différentes choses. Soit il y a du stress ou des sujets cardiaques. Mais c'est c'est fascinant. Et moi, je pense, avec tous ces capteurs, je pense qu'il y a un enjeu dont on a un peu parlé sur ChatGPT Health, mais c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire comment tu fais quand tu as 1000 capteurs dans tous les sens pour réunir toute cette data à un seul endroit. C'est un peu le pari que fait ChatGPT Health avec ses connexions, mais on voit aussi que Oura vient de lancer son agent IA pour la santé des femmes. Je pense que eux ne voudront pas, a priori, envoyer leur santé dans ChatGPT. Mais pourtant, c'est là où tout ça aura énormément de valeur. Si je peux envoyer tout ça à mon médecin, par exemple, avant la consultation, là, ce sera complètement dingue, quoi. Pour les médecins, pour nous, pour tout le monde, si on arrive à centraliser tout ça. Mais j'ai une question pour le coup. Alors, j'ai une question avant qu'on aille au dernier, parce que ça se trouve, le dernier répondra déjà à la question, mais je vois beaucoup d'outils d'analyse. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'outils qui agissent concrètement. Peut-être que c'est juste une sensation. Arnaud, t'en penses quoi? Non, mais il y en a de plus en plus. C'est une très bonne question. C'est que l'histoire des objets connectés, c'était d'abord du tracking et maintenant de plus en plus ça agit. Donc je vous ai parlé de mon lit en effet qui mesure mon sommeil pour adapter la température. Moi j'ai des earbuds aussi, donc des sortes d'écouteurs mais pour dormir. Et donc vu que j'ai un bandeau cérébral, j'ai de la musique qui adapte en effet à partir de mes ondes cérébrales pour optimiser mon sommeil profond. Donc voilà, il y a des choses en effet. Je vous montrerai les photos. Je vous montrerai les photos. Je les ai, les photos de Arnaud équipées avant d'aller se coucher. Ah non, mais c'est un tue-l'amour, mais en revanche, ça a l'air d'être très très efficace. Dernière technologie, on peut pas ne pas en parler, c'est les lunettes IA qui vont révolutionner la médecine. C'est peut-être le prochain grand outil médical. C'est peut-être pas un scanner ou un robot chirurgical, ça va peut-être être ces lunettes. Meta vient de lancer les Ray-Ban Display avec
avec un bracelet EMG, je suis sûr que tu les as, quoi. Mais Voilà. évidemment, qu'est-ce que tu crois? Donc ça, visiblement, ça lit les signaux neuronaux de ton poignet. Il semblerait qu'il y ait des signaux neuronaux dans ton poignet. C'est les nerfs en fait. Ouais. C'est que donc en fait donc tu navigues en effet sur le display des lunettes avec les petits mouvements des doigts et donc en fait ça capte les mouvements que tu fais avec les doigts dans le poignet. Donc ça permet comme ça d'avoir entre guillemets ta souris pour naviguer dans ton interface augmentée de tes lunettes. Et si on met toutes les technologies dont on a parlé avant, imagine maintenant le médecin, il aura des lunettes de ce type-là. Quand tu vas rentrer, il va enfin arrêter de regarder son écran et il va te regarder toi avec ses lunettes et il va pouvoir avoir tous ses capteurs sur toi, ta tension, ton niveau de stress, etc., etc. Et dialoguer mais même avec mieux toi que ça, de façon- il pourra les mettre sur sa secrétaire, ces lunettes. Comme ça, quand elle t'accueille et qu'elle te dit salut, comment tu t'appelles, qu'elle prend tes données administratives, pendant ce temps, les lunettes, elles enregistrent tout. Et dès que tu arrives chez le médecin, il a tout et il peut se concentrer sur la suite. Enfin, c'est dingue, effectivement, les capteurs embarqués dans ces lunettes-là. Les cas d'usage sont hyper intéressants. Mais moi, il y a un use case quand même sur la ChatGPT santé un peu marrant. C'est que vu qu'en effet, moi, j'ai mis mes données génomiques, j'ai fait mes données de tout ce qui est les ingrédients sur lesquels je suis allergique ou pas, et ceux qui sont mes superfoods, etc. Quand je vais au restaurant, je prends une photo du menu et je dis à ChatGPT, choisis le plat qui est le mieux pour moi. Et à partir de ma génomique, des ingrédients qui sont mieux pour moi, il va analyser les plats, leur composition. Il va dire, il faut que tu prennes celui-là, c'est lui qui a le plus de protéines, etc. quoi. Donc ChatGPT choisit. Donc j'ai plus à prendre la tête sur qu'est-ce que je vais manger au restaurant. Alors maintenant, ChatGPT imagine choisit ça pour moi. connecté avec tes lunettes Ray-Ban, Exactement. où t'as même plus à prendre de photos, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de lui dire. C'est-à-dire que j'ai rien qu'en regardant avec tes lunettes la carte au restaurant, Exactement. il va te susurrer Mais dans c'est un très l'oreille. bon point. Ne t'avise surtout pas à prendre le bœuf bourguignon. Il y a qu'un pas. Hein. Et c'est un très bon point parce qu'il y a 3/4 des Américains qui sont en surpoids ou obèses. Et donc, Sois au sympa dernier avec ces épisode- gens-là. Ces gens-là méritent le respect. J'en étais un, obèse, j'ai perdu plus de 25 kilos. Et t'as parlé au dernier épisode de Vision Claw. Et moi, j'ai échangé avec le fondateur de Vision Claw et je lui ai dit, en effet, Baidu, en Chine, ils ont un prototype de lunettes intelligentes qui va traquer automatiquement, passivement, tout ce que tu vas manger. Donc, dès que tu vois de la nourriture, ça analyse en effet le nombre de calories et les macros. Et donc, en passif, là, que tu puisses avoir ça. Et donc, en effet, très bientôt, on va sûrement avoir intégré dans les AI Glasses cette capacité d'avoir cette détection de ce qu'on mange sans avoir à y penser et peut-être d'avoir une alerte à 300 calories avant d'atteindre son objectif. Attention, la limite est proche et donc la part de gâteau que tu vois, là, Oublie-la. si tu la manges, tu prends du poids. Si tu la manges pas, tu peux encore en perdre. Je sais pas si c'est si c'est flippant. Ouais, c'est Moi, ce que je j'allais suis dire. là-dessus. C'est Ouais, non, ouais. vous savez, je voulais mettre en place un crédit social à la chinoise. Je ferais très exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu lui as dit ce que t'aimes manger ou il te dit juste qu'il faut que tu manges et même si t'aimes pas, du coup, t'es obligé de le prendre? Moi, ma priorité, c'est la santé et le goût. Donc, il bouffe que des choisis, trucs de en merde temps réel. à longueur de journée. À la tienne, mon gars. Le petit déjeuner des champions. Il en a rien à foutre. Le goût, il l'a foutu de côté. Et lui, ce qui est important, c'est que ce soit bon pour son corps. Aussi le volet des robots d'assistance médicale qui vont Ouais. être un volet énorme, qui est encore assez peu développé aujourd'hui et peu inséré dans la société. Mais ça va être aussi un truc mouse en termes de personnel médical, aussi de présence aux patients et tout. Enfin bref, je voulais pas en rajouter des couches. Surtout chez les Ouais. seniors. Tu disais un truc très vrai, Arnaud, hier, lors de ce meet-up, c'est que la notion d'empathie, c'est-à-dire que quand on s'occupe de seniors, ceux qui sont atteints de maladies comme Alzheimer, tout ça, des fois, ils répètent 250 fois la même chose dans la journée. Et même avec la meilleure empathie du monde, c'est difficile pour un infirmier ou une infirmière d'être toujours open. Alors que un device ou voire un robot, lui, il s'en fiche que tu lui répètes 250 fois la même chose dans la journée. Ouais, ce qui m'a surpris surtout, c'est que les seniors, ils adoptent en fait ces outils de conversation Ouais, ils adorent. avec des IA. Je pensais pas qu'il y aurait ce niveau d'adoption, mais en effet, ça marche assez bien. Donc, il y a pas mal de startups. Entre rien et ça, et bien évidemment qu'ils adoptent. Parce qu'aujourd'hui, les seniors, on les a abandonnés. C'est clair. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Mais ça me fait peur. Moi, ça fait très, très peur. Ça. Je me dis, vivement que les robots soient là, parce que sinon, au moins, tu auras la garantie de pas mourir tout seul. Quoi.
va terminer sur cette note un peu. Ouais, on peu avait noir. enfin un épisode de Feel Good. On avait un épisode feel On good avait- et on fait là tout d'un coup c'est feel bad. Bon, Bah, tu l'as- pour, parce que Pour mettre un peu de tous tes feel good, épisodes, ils sont dystopiques, là, angoissants. Non, j'essaye On va se faire de- remplacer. J'essaye de Là, faire pour du une feel fois, good. on avait un épisode. On va voir si les gens aiment le Feel Good aussi Ouais. un peu. L'optimisme de la Silicon Valley. Clément, vas-y. Mais ouais, pour mettre un peu de feel good, je vais parler d'hôpitaux pédiatriques. Et en gros, les robots que tu disais pour les personnes âgées, il y a ça dans les hôpitaux pour enfants et ça cartonne. Les enfants adorent les petits robots qui viennent les voir un peu avec des couleurs et c'est très bien. Et pour les seniors, bah, c'est marrant. Enfin, j'ai discuté avec une boîte il y a pas longtemps qui s'appelle Sunwaves Medical. Et en gros, eux, leur truc, c'est tous les devices dont on a parlé là. Ils vont les implanter chez les personnes âgées pour éviter d'aller les mettre en EHPAD. Ils leur mettent plein de devices comme t'as pour ton matelas, c'est pas, enfin tu vois, pour voir comment ils sont, les balances connectées Withings et tout. Ils mettent tous les devices comme ça. Les personnes âgées, elles voient rien, elles utilisent rien, elles ont rien besoin d'utiliser. Tout est connecté, toutes les données sont envoyées à leur médecin. Et donc dès qu'il y a un problème, déjà il y a des alertes qui sont déclenchées quand les données sont anormales. Et elles peuvent dès rester qu'ils vont chez voir elles. le médecin, elles peuvent rester chez elles plus longtemps. Et je trouve que c'est un super exemple de boîte qui est tech, mais beaucoup plus service aussi, qui va implémenter la tech de manière tout à fait transparente chez des gens qui en ont besoin et qui arrive à concilier le meilleur des deux mondes. Donc Ouais. bravo à eux. Et là-dessus, je pense que la France a une vraie carte à jouer parce que je pense qu'on est très très bon sur ce sujet-là. Et je pense qu'on a aussi une super image de marque dans ce domaine au niveau mondial. Et que là, toutes ces technologies, on pourrait vraiment créer quelque chose de puissant et prendre le lead sur un sujet comme celui-là, c'est loin d'être con. Et en plus, les Français, on le voit bien avec le succès de Doctolib, ils sont prêts. Hein. Ils reconnaissent ce talent-là à la France, hein, ça c'est évident. Ouais, et on a assez peu parlé des world models, mais on peut quand même être fier. Enfin, on a Alexandre Lebrun, Yann Lequin, Fidjissimo dont on a parlé. Quelque part, les gens qui sont au top en train de construire le futur de la santé avec l'intelligence artificielle, ils sont français, quoi. Cocorico, vive la France. Allez, N'est-ce pas ? rendez-vous samedi les cocos. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao les amigos.